Bonjour, aujourd'hui vous allez découvrir quels sont les critères importants pour choisir votre logiciel photo. Je vais vous dire comment je procède pour moi et puis balayer un petit peu ce sujet-là. Et en fin d'émission, j'ai deux bouquins à vous montrer qui sont là. Puis je voudrais vous dire un petit peu ce qui va se passer dans les épisodes suivants en vue de la centième, puisque c'est le 92e épisode aujourd'hui, et puis un peu ce que j'ai comme projet actuellement, j'ai besoin de votre retour également. Donc bienvenue dans l'émission photo. Si vous me découvrez aujourd'hui, sachez que j'anime une émission quotidienne ou quasiment sur YouTube. Je vous parle de photos, de pratiques photo, et puis l'idée c'est aussi de vous motiver à faire de la photo au quotidien le plus souvent possible. Parmi toutes les questions que vous me renvoyez, il y en a une qui revient très souvent qui concerne le choix d'un logiciel photo. Alors vous avez plein de questions sur quel logiciel choisir, et puis il y a aussi toute une autre partie de questions qui sont plutôt pourquoi tu parles jamais de tel et tel et tel et tel logiciel. Alors je voulais revenir sur ce sujet-là parce que c'est vraiment important. Pourquoi c'est important déjà? Parce que je considère que le logiciel photo, c'est l'outil qui va vous permettre de trier, de classer vos photos, de les traiter, de leur donner le rendu qu'elles méritent, et c'est une étape fondamentale de la photographie. Il y a toujours en photo le avant, on se prépare à faire des photos, le pendant, on les fait, et le après, on les classe, on les traite, on les publie, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer après. Donc c'est vraiment une étape fondamentale qu'il ne faut pas rater. Alors ça se fait dans un logiciel de tri, de gestion, de post-traitement, peu importe le nom qu'on lui donne. Et les logiciels, il y en a une foultitude, parce que, je ne vais pas dire toutes les semaines, il y en a un nouveau qui arrive, mais tous les mois, peut-être. Il y a des périodes comme ça, il y a des modes aussi de certains logiciels qui arrivent. Il y a tout ce qui est disponible dans le monde du logiciel propriétaire. Alors, logiciel propriétaire, si vous ne connaissez pas trop le terme, ce sont tous les logiciels qui sont édités par des sociétés dont c'est le métier de faire ça, en fait, qui gagnent de l'argent avec. Et puis, il y a les logiciels libres qui, eux, sont édités par des communautés, les communautés du logiciel libre ou open source. Je sais que les experts ont toujours leur interprétation du mot précis. C'est donc des logiciels qui sont gratuits, mais gratuit n'est pas synonyme de libre. Donc, il y a des subtilités, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, c'est quand même à retenir que c'est la plupart du temps gratuit. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait, hein? Alors, les critères. Donc, j'ai essayé de vous sortir des critères. Vous pouvez prendre quelques notes après si vous voulez, parce que j'ai listé ça, donc je vais regarder ma fiche en même temps pour rien oublier. Alors, premièrement, comment choisir un logiciel photo? Et ça, je pense que je vais répondre à beaucoup de questions, parce que vraiment, la question revient très très souvent. Je dirais que déjà un des premiers critères pour bien choisir un logiciel de photo, eh bien très sincèrement, c'est de l'essayer par vous-même. C'est valable pour plein de sujets, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais un logiciel photo, c'est un outil que vous allez utiliser pendant très longtemps, des années probablement. Donc si vous ne le sentez pas dès le départ, c'est pas la peine de continuer parce que vous n'irez jamais très loin. Alors l'essayer, ça veut dire, c'est pas tant sur ses performances, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvais logiciels. Il y a des logiciels qui sont plus ou moins performants quand on va chercher les derniers détails de qualité d'image, de débruitage, de traitement RAW et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de mauvais logiciels. Donc vous ne pouvez pas vous tromper sur la qualité du logiciel. Par contre, il y a des logiciels dont l'ergonomie diffère totalement de l'un à l'autre. L'ergonomie, c'est la présentation des écrans. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que vous pouvez gérer votre flux de travail? Comment est-ce que vous gérez vos photos? Est-ce qu'elles sont gérées dans un catalogue qui référencie les photos qui sont sur le disque? C'est-à-dire que les photos ne sont pas gérées, ne sont pas stockées dans le logiciel? Ou bien est-ce que les photos sont stockées dans le logiciel et dans ce cas-là, c'est une organisation différente? Donc pour le moment, je ne mets pas de nom de logiciel volontairement parce qu'il faudrait tous les citer, ça serait un peu compliqué et surtout un peu trop long pour l'émission du jour. Mais donc il y a tout ça. Donc c'est vraiment important de savoir, j'aurais envie de vous dire, faites-vous une liste de comment vous gérez vos photos déjà et au quotidien, et puis regardez si le logiciel que vous envisagez d'utiliser va coller à peu près avec ça ou pas. Si ça colle pas ou si vous ne le sentez pas, eh bien, très sincèrement, n'allez pas plus loin parce que vous allez mal vivre avec, hein. C'est un peu comme un appareil photo, il faut bien le sentir pour l'utiliser. Le logiciel, c'est presque encore pire parce que c'est de l'informatique, il y a cette complexité supplémentaire, donc il faut être vraiment à l'aise.
Pour vous donner un exemple, je vais quand même mettre un ou deux noms, mais certains lecteurs m'ont dit, tiens, pour les Nikonistes, Capture NX2 par exemple, j'aimais bien comment ça marchait parce que je m'y retrouvais. Quand je passe dans Lightroom au hasard, j'ai pas la même organisation, donc je suis perdu. Donc vous voyez que ça c'est un critère important, parce que quand on est perdu, on est frustré, ça marche pas, on n'obtient pas ce que l'on veut, donc c'est vraiment un problème. À l'inverse, et je fais partie de cela, il y a des lecteurs qui m'ont dit Capture NX2, j'ai jamais compris comment ça s'organisait. Alors moi non plus, très sincèrement, j'avoue que j'ai pas beaucoup fait d'efforts non plus pour m'y intéresser, mais l'ergonomie de base en ouvrant le logiciel, déjà, je trouvais pas ça fun. Donc c'est pas, il y avait rien d'évident. Donc quand c'est pas évident, ma foi, on n'a pas trop tendance à l'utiliser. Alors remplacer les noms des deux logiciels que j'ai mis là par autre chose, ça serait valable aussi. C'est pareil dans les traitements de texte, voilà, tous les logiciels divers et variés sur vos ordinateurs. Donc essayez par vous-même. La plupart des logiciels vous proposent une période d'essai, c'est 30 jours souvent, donc vous pouvez télécharger, jouer avec, il n'y a aucun souci. Ensuite, le deuxième critère à vérifier, c'est la présence, la disponibilité de ressources. J'allais dire en français, dans votre langue, si vous êtes pas, si le français n'est pas votre langue natale, mais regardez s'il y a des tutoriels, de la doc, un manuel en ligne ou pas, des livres, des guides, des formations. Est-ce qu'il existe tout ça pour ce logiciel? Parce que quand vous débutez, alors soit vous êtes doué de l'informatique, vous allez vous en sortir et puis tout va très bien, mais si c'est pas le cas, vous allez chercher de l'aide. Et s'il n'y a pas d'aide, c'est un problème. Alors, ça c'est important parce que typiquement ça va influer aussi sur le choix du logiciel. Vous allez regarder l'antériorité du logiciel. Depuis quand ce logiciel existe? Si vous prenez un logiciel qui existe depuis 10 ans, vous pouvez être tranquille que vous allez trouver pas mal d'infos dessus. Si c'est un logiciel qui vient de sortir il y a 6 mois, peut-être qu'il y aura un peu moins de formation et de ressources en ligne et de tutos et tout ça. Donc attention, vérifiez aussi sur le site de l'éditeur s'il y a de l'aide en ligne. Les éditeurs, normalement, publient à minima le manuel du logiciel, donc tout ce qu'il est censé faire. Ils publient pour d'autres des tutoriels, des vidéos, des articles de blog, il y en a même qui font des webinars par exemple. Donc ça, vérifiez qu'il y a tout ça et que vous puissiez le comprendre, donc dans votre langue, parce que c'est important, sinon vous allez être paumé. Pour dire les choses, c'est à peu près aussi simple que ça. Et dernier point, donc je suis toujours sur mes notes, vérifiez également qu'il y a un suivi dans le temps de la part de l'éditeur. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous investissez dans le logiciel aujourd'hui, et puis que vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans à apprendre ce logiciel, à bien l'utiliser, à organiser votre photothèque, imaginez que dans 1 an ou 2, l'éditeur dise « tiens, moi, je suis passé à autre chose, et puis je suis pas, ou bien je mets pas les nouveaux boîtiers à jour, et ainsi de suite. » Mais peut-être que vous vous dites « attends, il exagère, ça n'existe pas. » Je vous jure que ça existe. Dans le monde du logiciel, c'est très fréquent de voir des logiciels qui tout d'un coup s'arrêtent, qui sont pas repris par personne, et puis les utilisateurs, c'est tant pis pour eux. Il y a des cas, tiens, il y a le cas qui est bien connu de tout le monde, c'est Aperture chez Apple, et pourtant c'est Apple, c'est pas la petite boîte dans un coin. Le jour où Apple a dit on arrête Aperture, c'est terminé, messieurs, mesdames les utilisateurs, passez à autre chose, mais nous c'est plus notre problème. Donc ça c'est vraiment important de vous assurer qu'il y a un suivi, un support de l'éditeur sur la durée. Alors quand vous regardez un logiciel qui est là depuis plusieurs années, bon, on peut se dire globalement ça commence à bien se passer. Si c'est un logiciel qui a 6 mois, attention parce que vous ne savez pas ce qu'il va advenir. Il y a aussi, alors ça je l'ai vu, alors pas qu'en photo, mais parce que je viens du monde du logiciel aussi, donc voilà, j'ai un petit peu de recul là-dessus. Il y a aussi des fois des sociétés ou des éditeurs qui vont sortir un logiciel pour faire un coup, pour voir. Et donc, ils vont partir sur une idée, sortir quelque chose d'assez innovant. Tout le monde va s'emballer à dire tiens, c'est super, ça change, j'utilise ça. Et puis, quelques temps après, ils se rendent compte que le modèle économique ne suit pas. Et puis, pouf, ça tombe à l'eau. Alors, j'ai pas mal travaillé dans le monde des startups technologiques, donc je vois un peu à quoi je pense. Mais j'en ai vu pas mal des situations comme ça où tout le monde s'emballait sur un sujet. Et puis, 1 an plus tard, il n'y avait plus personne parce que la boîte avait fermé. Et puis, les utilisateurs, mais ils se débrouillent. Donc, attention à ça. C'est un peu moins vrai dans le monde du logiciel photo, très sincèrement. Mais si vous voyez des choses très innovantes, soyez quand même prudent ou alors faites des tests en parallèle de ce que vous avez déjà. Alors ensuite, je voudrais parler un peu du prix, parce que le prix, c'est forcément un critère qui revient souvent dans les échanges que nous pouvons avoir. Alors le prix, bien sûr, c'est toujours trop cher. Postulat de base,
Donc voilà, je vais vous laisser râler après le prix. Vous avez 10 secondes pour râler après le prix, puis après, je ne veux plus entendre parler. Donc faites pause, voilà, râlez après, puis, et puis maintenant, vous pouvez écouter la suite. Pourquoi c'est toujours trop cher le logiciel? Ben parce que il y a une habitude, alors je vais m'adresser plus aux Français, là. Je ne sais pas comment nos amis belges et québécois perçoivent ça, mais je serais curieux d'avoir vos retours. Mais il y a une habitude en France qui est que tout ce qui est dématérialisé n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Alors dématérialisé, ça veut dire que c'est pas un objet physique. Si je prends, je sais pas moi, si je prends, hop là, si je prends ce pare-soleil, c'est un objet physique, donc on considère assez facilement que ça a un prix quand on veut l'acheter. Mais si je vous dis le logiciel XYZ, vous vous dites oui c'est un truc qu'on télécharge, on le colle sur un ordi, j'ai rien de plus chez moi quand j'ai fait ça, je l'utilise quelque part, pourquoi je payerais quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup cette réaction-là encore. Et bah dans ce cas-là, allez vers le logiciel libre parce que là vous êtes parfaitement en règle. Mais si le prix est un problème pour vous, je crois qu'il faut en revenir aux fondamentaux. Le prix, pour moi, je le mets toujours en face d'un service. Quel service va me rendre ce logiciel? S'il ne me rend pas de service, je n'ai pas de raison de le payer. S'il me rend un énorme service, j'ai des raisons de le payer. Alors après, je n'ai pas les mêmes besoins que vous nécessairement, donc je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est à vous de mettre en face la valeur que vous accordez à un produit ou à un logiciel. Mais forcément, le professionnel n'aura pas les mêmes besoins que l'expert ou que le simple amateur, donc c'est assez difficile de répondre pour vous. Maintenant, je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose, c'est que le prix d'un logiciel, c'est bien souvent, c'est moins élevé que le prix de n'importe quel accessoire. Alors j'étais en train de chercher ça, voilà, je ne le voyais pas. Vous voyez ce truc-là par exemple, ça c'est, je vous l'ai montré déjà, hein, c'est le petit connecteur qui relie un iPad ou un iPhone à un ordinateur via un port USB et qui fait clé USB. Ce truc-là, en version, je ne sais même plus comment il fait celui-là, 64 Go, ça doit valoir de mémoire 60 ou 70 euros. Alors, vous allez me dire c'est cher, c'est pas assez cher, c'est trop cher, c'est pas le sujet. Mais ça vaut plus cher que certains logiciels photo. Si vous prenez, je n'ai pas vérifié les prix avant de tourner l'émission, mais si vous prenez Photoshop Element, par exemple, chez Adobe, ça doit valoir sensiblement le même prix que ça. Et ça, c'est un petit accessoire dont on n'a pas forcément besoin, alors que le logiciel photo, on en a forcément besoin. Donc vous voyez qu'il faut toujours mettre en rapport le prix du logiciel avec le prix du reste. Si vous prenez des cartes mémoire, j'en ai quelques, sont un peu loin, là, je ne vais pas aller les chercher, mais voyez, vous prenez des petites cartes, j'ai une petite SanDisk micro SD là-dedans, ça doit valoir selon les cartes 10, 15, 20, 30 euros. Vous voyez que c'est déjà la moitié du prix du logiciel que je citais précédemment. Donc franchement, non, le logiciel, c'est pas trop cher. Le logiciel a un prix, c'est vrai, ça coûte, mais en même temps, ça rend des services, donc c'est vraiment à considérer. Je voudrais aussi parler des logiciels sur abonnement, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent. Alors, de plus en plus, et ça c'est venu de Lightroom avec la version CC, de plus en plus, enfin peut-être même de moins en moins. Je vais faire une parenthèse, mais je vais étayer un peu ma thèse là-dessus. Au départ, quand Adobe a dit Lightroom va devenir disponible sur abonnement, donc 12 euros par mois, eh bien, il y a pas mal de gens qui ont dit oh là là, c'est quoi cette histoire, je ne veux pas rentrer dans un nouvel abonnement, et moi je veux garder ma version à vie, et ainsi de suite. Vous connaissez les arguments. Alors sur le coup, j'ai un peu réagi comme ça, en me disant attends, c'est quoi cette affaire? Mais quand on voit ce que ça apporte, puisque ce n'est pas la même version que la version boîte, eh bien, on se rend compte très vite qu'il y a des avantages. Alors oui, il y a un coût, ça coûte 12 euros par mois. Mais mon forfait mobile, il me coûte 20 euros par mois. Mon forfait télé, il doit me coûter 45 ou je ne sais pas combien euros par mois. Donc vous voyez que finalement, il faut mettre tout ça en perspective. Après, je ne peux pas vous dire, votre forfait mobile, il est moins important que votre forfait logiciel, donc mettez les sous sur le logiciel, ou mettez-les sur la télé, ou mettez-les sur ce que vous voulez. C'est pas à moi d'en décider, bien évidemment. Mais pour moi, le logiciel photo, il a autant d'importance pour moi sur un mois, sur l'année, qu'en a mon abonnement télé. La télé, honnêtement, il y a des semaines, je ne l'allume pas, donc c'est pas un problème. Alors que le logiciel, je m'en sers pas tous les jours, mais pas loin. Donc vous voyez que chacun doit mettre en face de ses besoins un coût et un service, parce que finalement un abonnement à un logiciel c'est presque plus un service qu'un produit. Alors c'est parti de Lightroom. Maintenant il faut savoir que dans les entreprises le modèle d'abonnement
pour les logiciels donc d'entreprise, eh bien, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait pas mal d'années pour avoir travaillé dans l'informatique précédemment et être moi aussi éditeur de logiciels, eh bien, ça fait déjà pas mal d'années que ce modèle-là existe en entreprise, et les entreprises, elles aiment bien ça d'ailleurs, parce que pour des raisons un peu financières où je ne vais pas m'étendre, c'est pas les mêmes budgets, et du coup, entre budget d'investissement et budget de fonctionnement, ça change les choses. Donc voilà, j'en reviens à nos problématiques photo, je me suis un peu égaré. Donc ça, c'est parti de Lightroom CC. Aujourd'hui, il n'y a pas que Lightroom. Capture One Pro, dont certains vantent les mérites en tant que dérotiseur, en tant que développeur RAW, et d'ailleurs c'est vrai que c'est un très bon outil, eh bien Capture One Pro, il existe aussi en version abonnement, et aussi cher que les autres. Si vous utilisez Microsoft Office, j'utilise Word, Excel, PowerPoint et le reste, j'ai un abonnement annuel pour ça, parce qu'aujourd'hui, c'est disponible que comme ça. Donc, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais attends, moi je peux me prendre un abonnement à Office pour faire 3 lettres dans l'année, je prends autre chose. Mais oui, mais vous avez raison. Mais quand on a des usages un peu plus intenses, eh bien on utilise l'outil qui va bien. De la même façon que si vous pensez, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais pensez à votre voiture, eh bien je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui vont dire, bah moi je fais l'entretien moi-même, ou je vais au petit garage du coin quand je suis en panne, et puis ça suffit bien. Et puis d'autres qui vont dire, bah moi je veux être tranquille, donc j'ai un abonnement j'ai un forfait entretien avec ma voiture, je m'occupe de rien, quand il y a un souci, voilà, certains ils viennent même la chercher chez moi, puis ils se débrouillent. Donc, vous voyez que chacun doit mettre en face du coût et de la formule ce dont il a besoin. Donc, pour en revenir au sujet, le prix pour moi est un faux problème dans le logiciel photo parce que ça coûte souvent bien moins cher que tous les accessoires que vous pouvez être amené à acheter. Donc voilà, méditez un petit peu ça. Dernier point avant de conclure, critère important, quand vous choisissez un logiciel, assurez-vous que ça va, vous allez avoir une certaine pérennité dans la durée de ce que vous faites. Alors pourquoi je dis ça? Parce que apprendre à utiliser un logiciel, ça peut être long. On n'a pas tous les mêmes affinités, donc les logiciels ont plus ou moins de fonctions, donc ça peut être long. Et quand vous avez mis un modèle en place, le modèle, c'est votre organisation photo, comment vous classez les photos, comment vous faites vos dossiers, quels sont les mots-clés que vous mettez sur les photos, comment vous classez vos photos dans des séries, qu'est-ce que vous en faites, comment vous les traitez, comment vous les publiez. Donc quand vous avez mis en place ce modèle-là, eh bien, vous n'avez pas envie d'y toucher beaucoup. Moi, très honnêtement, ça fait 10 ans que j'utilise, un peu plus même, je crois maintenant, que j'utilise le même logiciel. Ça fait pas 10 ans, mais ça doit faire 8 ans que mon flux de travail, il est calé et je n'y pense plus. Tout ce que je fais, c'est que je m'adapte. Et j'adapte ce flux de travail quand il y a une nouvelle fonction majeure qui arrive dans le logiciel ou un ensemble de fonctions. Je me dis, tiens, est-ce que ce truc-là peut me faire gagner du temps, de l'efficacité, de la qualité, du je sais pas quoi. Alors ça a été le cas avec donc Lightroom CC et puis toutes les applis mobiles, Lightroom Web. Vous savez d'ailleurs que donc la formation, je vous propose une formation sur Lightroom Web et Lightroom mobile qui est disponible, hein, ça y est, les premiers membres sont déjà inscrits, ils sont d'ailleurs assez nombreux, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Eh bien, ça, j'ai intégré ces nouvelles fonctions dans mon flux de travail et ça m'apporte des capacités en plus. J'ai plus de souplesse, je gagne du temps sur certains sujets, voilà. Et puis je gagne aussi du temps sur mes sauvegardes, enfin bon, il y a pas mal d'avantages à tout ça. Mais l'idée, c'est pas de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, prenez ça en compte parce que quand vous avez calé une méthode, eh bien souvent, vous n'avez pas envie d'en changer. Alors moi, ça répond aussi à l'autre question, quand on me dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé de tel logiciel, pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce que j'ai pas envie de changer de logiciel tous les 6 mois, tout bêtement. C'est que ça fait 10 ans que je suis calé sur un outil, j'ai un flux de travail, je réfléchis plus. Quand je sors la carte mémoire de l'appareil photo, je la glisse dans le lecteur de carte de mon ordi. Derrière, je sais, j'ai plus besoin de penser à ce que je vais faire parce que c'est automatique. Et du coup, je gagne beaucoup de temps et je me prends plus la tête avec ça. Alors que si je change de logiciel en permanence, eh bien, je vais me prendre la tête et j'ai pas envie de me prendre la tête quand je fais de la photo. Voilà, faut dire les choses. Alors, je dis ça aussi parce que je vois des lecteurs me dire, ah mais j'utilise ça et ça et ça et ça et ça et ça. J'ai vu un lecteur me dire un jour, faut m'écrire qu'il utilisait, je crois, 5 logiciels différents entre le moment où il stockait, enfin où il vidait sa carte, et le moment où il avait sa photo enfin terminée. Alors, sincèrement, 5 logiciels différents, il faut quand même m'expliquer l'intérêt. 2, je peux comprendre, il y a des spécificités des uns et des autres. Est-ce que je dis 3? J'en sais rien, parce que pour publier, on a rarement besoin d'un 3e logiciel, mais alors 5, ça me dépasse. Je ne vois pas en quoi ça peut servir, d'autant plus que généralement, la qualité des fichiers se dégrade au passage de l'un à l'autre, donc voilà, j'ai pas compris. Bref.
Donc je vois que le temps est en train de passer, donc j'avais pas prévu de faire aussi long, mais voilà, je me suis laissé un peu emporter par le sujet, parce que vous l'avez compris, ça me passionne, et puis j'ai été beaucoup interpellé par des questions lecteurs, donc je voulais vraiment poser le débat, je vous laisse réagir. Alors, du coup, je vais faire un peu plus court pour la conclusion, et puis je pense que dans l'épisode suivant, je développerai un peu plus. Je voulais vous parler des deux bouquins qui sont sur mon bureau actuellement. Il y a beaucoup de choses sur mon bureau, mais là, il y a aussi ces deux bouquins. Donc, il y a le cours de vidéo, troisième édition. C'est un bouquin créé à l'origine par René Bouillot, qui a disparu depuis, mais qui a été donc le livre mis à jour par Gérard Galès et Gérard Laurent. Donc, je suis dessus. Je ne peux pas vous en parler beaucoup encore, parce que très sincèrement, j'ai commencé à le regarder, mais je ne l'ai pas lu. Et puis, je voulais vous parler du bouquin de photographie que j'ai reçu hier. Alors c'est Viviane Mayer, ça s'appelle Street Photographer. C'est un bouquin qui forcément a le vent en poupe actuellement, parce que vous le trouvez un petit peu partout. Alors un autre livre, vous allez me dire, je ne sais plus qui m'a dit il n'y a pas si longtemps sur Instagram je crois, mais tous ces livres, il faut avoir le temps de les lire, tout ce que tu nous parles, de tout ce que tu proposes. Alors les guides, oui, il faut le temps de les lire. Les livres de photographie, pour faire court, ça se lit pas, ça se regarde. Donc comment je fais pour les livres de photographie? Moi j'en ai toujours un ou deux qui traînent dans mon salon, et puis quand j'ai 5 minutes à perdre, c'est rare mais des fois ça m'arrive, eh bien je l'ouvre et puis je feuillette, et puis je m'inspire, et puis voilà, je m'imprègne de ce travail-là. Et c'est comme ça qu'on regarde un livre de photographie. Derrière moi il y a le Steve McCurry, c'est comme ça que je l'utilise actuellement. Et puis j'ai Deux Pardons qui est juste en dessous, il y a Salgado Exode aussi qui est là, et c'est des livres qu'actuellement je consulte de cette façon-là. Alors, pourquoi je vous en parle aussi? Parce que vous avez été assez nombreux à me demander de vous parler de livres de photographie plus que, et pas uniquement des guides techniques. Alors, du coup, vous voyez que je suis en train de commencer à le faire. Je vous avais dit que je ne les recevais pas, donc je vais les chercher. Donc celui-ci, je l'ai reçu hier. Le McCurry, je l'ai acheté samedi. Donc voilà. Et donc je vais vous en parler un petit peu plus. Maintenant, j'ai besoin de vous là. Donnez-moi un peu aussi vos goûts les uns et les autres. Alors ça va être éclectique forcément, mais c'est pas grave. Donnez-moi des pistes, parce que moi j'ai ma sensibilité quand j'achète un bouquin de photos. Je vous disais dans l'épisode précédent comment j'avais choisi le McCurry. Voilà, je vais choisir ce qui va plutôt moi m'interpeller, mais ça ne veut pas dire que vous, ça va nécessairement vous plaire. Donc dites-moi un petit peu vos goûts, parce que ça va me permettre de voir un peu vers quoi je m'oriente ou pas. Voilà, donc j'ai été assez long aujourd'hui, mais je pense que ça valait la peine. Donc surtout, allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, parce que plus j'ai de retours, plus ça m'intéresse. Je voulais vous parler de la 100e, donc j'ai avancé, mais là je suis en train d'exploser le temps, donc ça va être dans le prochain épisode. Mais je vous propose un truc sympa pour la 100e émission photo qui arrive. Vous allez voir ça donc très vite. Je vous rappelle quand même qu'il faut absolument vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Facebook, la page, liker, aimer la page, enclencher les notifications, c'est là-haut. Et puis, comme toujours, donc rejoignez ma liste de contacts perso qui s'affiche là et puis dans la description en dessous, au-dessus. Et comme ça, on peut échanger entre nous tranquillement, pas en public si vous préférez comme ça. Et puis, vous avez mon mail, vous avez tout ce qui va bien. Merci, à très bientôt pour le prochain épisode. J'arrête là parce que j'ai explosé le timing et on se retrouve demain.